Le voisin l'a traité de fou à force de creuser sans arrêt dans son jardin. Mais ce qu'il a découvert... Michel Lefebvre essuya la sueur de son front avec le dos de sa main couverte de terre en observant le trou qui était devenu son obsession ces 3 derniers mois. À 68 ans, son dos le faisait souffrir un peu plus chaque jour, mais quelque chose en lui l'empêchait d'arrêter. C'est alors qu'il entendit la voix familière de Monsieur Claude, son voisin d'à côté, qui criait par-dessus la clôture en bois séparant les 2 terrains. « Et Michel, pour l'amour du ciel, vous allez finir par creuser jusqu'en enfer à ce rythme », dit l'homme, secouant la tête en signe de désapprobation. Michel ne répondit pas. Il était déjà habitué aux commentaires. Depuis des semaines, les voisins chuchotaient dans son dos, certains riaient, d'autres affichaient une inquiétude feinte. Mais aucun d'eux ne savait ce qu'il cherchait réellement. « Il est devenu fou après le départ de sa femme », murmurait Madame Sylvie de la Maison Jaune. 3 mois à creuser comme un chien qui cherche un os. « Quelqu'un devrait appeler sa fille qui habite à Paris », commentait Monsieur Henri de la boulangerie. Michel n'a plus toute sa tête, mais Michel connaissait chaque mot chuchoté, chaque regard de pitié, chaque commentaire malveillant. Et pourtant il continuait, parce qu'il avait quelque chose qu'aucun d'eux n'avait, la lettre. La lettre qu'il avait trouvée 3 mois plus tôt, cachée dans une vieille boîte à biscuits dans le grenier de la maison, alors qu'il montait chercher les vêtements d'hiver de Monique, son épouse disparue l'année précédente. L'écriture tremblée de son père, Pierre Lefebvre, était encore lisible après tant d'années. « Mon fils, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je sais que tu m'as toujours considéré comme un homme simple, mais j'ai gardé quelque chose qui peut sauver notre famille quand les temps deviendront durs. Là où le soleil se lève et où l'ombre du vieux mûrier rencontre le vieux puits, est enterré ce qui peut vous libérer des dettes. Ne le dis à personne. Pierre. » Michel s'appuya sur le manche de sa pelle, observant le terrain alentour. Le mûrier que son père mentionnait n'existait plus, il avait été arraché par une tempête 10 ans plus tôt. Et le vieux puits était bouché depuis des décennies, recouvert d'un couvercle en béton qu'il avait lui-même posé par sécurité. Mais il avait calculé. Il avait observé la position du soleil chaque matin pendant des semaines, imaginant où l'ombre de l'arbre disparu tomberait, et il avait commencé à creuser. Le premier trou n'avait rien donné. Le second, non plus. Il en était maintenant au 4e trou, chacun plus profond que le précédent, et sa détermination ne faisait que croître à chaque pelletée. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Monsieur Michel. Une voix féminine l'appela depuis le portail d'entrée. Il se retourna et vit Brigitte, la fille cadette de Monsieur Claude, une femme d'environ 45 ans qui travaillait comme infirmière au centre de santé de la ville. Elle avait une expression inquiète sur le visage. « Brigitte, ma fille, comment vas-tu ? C'est moi qui devrais vous demander comment vous allez, Monsieur Michel. Mon père s'inquiète pour vous. Il dit que vous n'arrêtez pas de creuser depuis des mois. Vous mangez correctement ?» Michel soupira. Brigitte avait toujours été une bonne personne, différente des autres qui ne faisaient que commérer. Elle se souciait sincèrement de lui. « Je vais bien, ma fille. Je m'occupe juste du jardin. Mais Monsieur Michel, avec tout le respect, cela ne ressemble pas à de l'entretien de jardin. Vous avez creusé partout. Et mon père dit que vous restez ici parfois jusqu'au milieu de la nuit. » C'était vrai. Michel dormait à peine. Depuis qu'il avait trouvé la lettre, une urgence s'était emparée de lui, comme si le temps lui était compté pour quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir. « Brigitte, tu sais comment c'est. Après le départ de Monique, j'ai besoin de m'occuper. Le travail m'empêche de trop penser. Je comprends, Monsieur Michel, mais... » Elle hésita. « Vous ne pensez pas qu'il serait bon de parler à quelqu'un ? Il y a une très bonne psychologue au centre de santé qui s'occupe des personnes âgées. » Michel a ressenti un serrement dans la poitrine. Même Brigitte pensait qu'il perdait la raison. « Merci de t'inquiéter, ma fille, mais je vais bien. J'ai juste besoin de terminer ce que j'ai commencé. » Brigitte a acquiescé, mais il a vu le doute dans ses yeux. Une personne de plus qui ne comprenait pas, qui ne pouvait pas comprendre. Après son départ, Michel est retourné au trou. Ses mains, calleuses après des années de travail au garage automobile, lui faisaient mal en tenant la pelle. Mais il a continué. Le terrain de la famille Lefebvre faisait 2000 mètres carrés, un héritage de son grand-père qui avait acheté la propriété dans les années 1940.
La maison en bois, construite par Pierre lui-même dans les années 1950, était encore solide, mais elle avait besoin de réparations que Michel n'avait pas l'argent de faire. Depuis qu'il avait pris sa retraite du garage, 5 ans plus tôt, l'argent manquait toujours. La pension couvrait à peine les dépenses de base, et après que Monique était tombée malade, les factures médicales avaient englouti toutes leurs économies. Maintenant, 1 an après avoir perdu sa femme, Michel se retrouvait seul avec des dettes qu'il ne savait pas comment payer. L'assurance santé en retard, la facture d'électricité impayée, la taxe foncière due. Et c'est pourquoi la lettre de son père semblait une bénédiction, ou une malédiction selon le point de vue. Le soleil se couchait quand Michel entendit le bruit d'une voiture s'arrêtant devant la maison. Il se leva lentement, les articulations le faisant souffrir, et se dirigea vers le portail. Un homme en costume clair descendit d'une mégane argentée, ajustant sa cravate en marchant vers la maison. C'était Gérard Moreau, le propriétaire du magasin de matériaux de construction de la ville, un homme d'une 50aine d'années, toujours très soigné et qui parlait trop fort. « Bonjour, monsieur Michel. Comment allez-vous »« Bien, Gérard. Qu'est-ce qui vous amène ici » Gérard regarda les trous dans le jardin et secoua la tête avec une expression mêlant pitié et opportunisme. « Écoutez, monsieur Michel, j'irai droit au but. J'ai une proposition qui pourrait résoudre tous vos problèmes. » « Quel genre de proposition ?»« Je veux acheter votre terrain. Je vous offre 60 000 € comptant. Vous pourriez acheter une petite maison en ville et il vous resterait de l'argent pour vivre tranquillement. » Michel sentit un frisson dans le dos. 60 000 €, c'était moins de la moitié de la valeur du terrain, même s'il avait besoin de réparation. « Je ne suis pas intéressé par la vente, Gérard. Monsieur Michel, avec tout le respect que je vous dois, vous devez réfléchir à tête reposée. Ce terrain est en train de devenir un... » Il gesticula vers les trous. « Un champ de mine. Les voisins s'inquiètent. Et franchement, à votre âge, s'occuper d'un terrain de cette taille est une grande responsabilité. Je m'occupe très bien de ma propriété. » « Bien sûr, mais réfléchissez-y. 60 000 € libérés de toute dette. Vous pourriez recommencer dans un endroit plus petit et plus pratique. Et je m'occuperai de toutes les démarches, sans complications pour vous. » Michel étudia le visage de Gérard. Il y avait quelque chose dans l'insistance de l'homme qui le dérangeait. C'était la 3e fois en 2 mois qu'il apparaissait avec des offres d'achat, chacune un peu plus élevée que la précédente, mais toujours bien en dessous de la valeur réelle. Comme je l'ai dit, je ne suis pas intéressé. « Monsieur Michel, puis-je parler franchement ?» Gérard baissa la voix sur un ton conspirateur. « Les gens commentent à votre sujet. Ils disent que vous n'allez pas bien depuis le départ de Madame Monique. Peut-être est-il temps d'accepter de l'aide. » « Quel genre d'aide ?»« Eh bien, je connais une excellente maison de retraite à Nantes, un endroit très bien entretenu, avec des professionnels spécialisés. Avec l'argent de la vente, vous pourriez y vivre avec tout le confort et la sécurité. » Michel sentit la colère monter dans sa poitrine. Une maison de retraite. C'était ainsi qu'il voulait se débarrasser de lui. « Gérard, je vais vous demander de partir maintenant, et je ne veux plus d'offres d'achat. Monsieur Michel, ne vous énervez pas. J'essaie seulement d'aider. Mais pensez à ce que j'ai dit. L'offre reste valable. » Après le départ de Gérard, Michel resta immobile devant le portail, regardant la voiture disparaître dans la poussière de la route. Quelque chose n'était pas normal. Pourquoi cet homme insistait-il tant pour acheter spécifiquement son terrain? Le lendemain matin, Michel se réveilla avant le lever du soleil. Son dos le faisait souffrir, mais il se sentait revigoré. Il prépara un café fort, mangea 2 tranches de pain avec de la margarine et se rendit dans le jardin. Le trou actuel faisait presque 2 mètres de profondeur. Il avait creusé méthodiquement, créant des marches sur les côtés pour pouvoir descendre et continuer le travail. La terre rouge de la région rendait la tâche difficile, surtout après les pluies de la semaine précédente. En creusant, Michel pensait à sa vie. 50 ans de mariage avec Monique, 2 enfants élevés, une vie de travail honnête au garage automobile du centre-ville. Il n'avait jamais été riche, mais avait toujours réussi à subvenir aux besoins de sa famille avec dignité. Maintenant, à 68 ans, il se retrouvait seul pour la première fois dans sa vie d'adulte. Ses enfants vivaient loin. Philippe à Lyon, travaillant pour une entreprise pétrolière, et Christine à Paris, infirmière dans un hôpital privé. Tous 2 avaient leur propre famille et leurs responsabilités. Michel ne voulait pas déranger ses enfants avec ses problèmes financiers. Ils avaient déjà beaucoup aidé pendant la maladie de Monique,
et il savait que ce n'était pas juste de continuer à demander de l'aide. C'est pourquoi la lettre de son père représentait plus que de l'argent. Elle représentait l'indépendance, la possibilité de résoudre ses problèmes sans avoir à être un fardeau pour quiconque. À 10 heures du matin, alors que le soleil était déjà fort, Michel s'arrêta pour se reposer. Il s'assit au bord du trou, buvant de l'eau d'une bouteille isotherme, lorsqu'il entendit des voix venant de la rue. Le pauvre monsieur Michel, 3 mois à creuser comme un fou. Quelqu'un devrait faire quelque chose. Ce n'est pas normal. Ma sœur a dit l'avoir vu creuser à l'aube avec une lampe torche. Il n'aurait pas un problème dans la tête? Michel soupira. Les commentaires étaient toujours les mêmes. Personne n'essayait de lui parler directement pour comprendre ce qui se passait. Il était plus facile de commérer et de tirer ses propres conclusions. Il était sur le point de retourner au travail lorsqu'il vit une jeune femme s'approcher du portail. C'était Isabelle, 19 ans, la fille de Madame Sylvie. Une jeune femme instruite qui étudiait la pédagogie à l'université de la ville voisine. « Bonjour, monsieur Michel. Puis-je vous parler ?»« Bien sûr, ma fille. Entrez. » Isabelle entra sur le terrain et regarda autour d'elle, observant les différents trous à divers stades d'excavation. « Monsieur Michel, ma mère m'a envoyé ici pour... pour voir comment vous allez. Elle est inquiète. »« Votre mère est une bonne personne, Isabelle. Dites-lui que je vais bien. »« Mais vous allez vraiment bien ? Pardonnez-moi la question directe, mais tout le monde commente. » Elle désigna les trous. À propos de ça. Michel regarda la jeune femme. Isabelle avait toujours été différente des autres, plus respectueuse, plus attentive à ses paroles. Peut-être pourrait-elle comprendre. « Isabelle, puis-je vous faire confiance ? » ?»« Bien sûr, monsieur Michel. Si je vous dis quelque chose, vous promettez de ne pas aller le raconter partout ? » ?»« Je le promets. » Michel hésita un instant. Depuis qu'il avait trouvé la lettre, il n'avait partagé le secret avec personne. Mais le poids de tout porter seul devenait insupportable. « J'ai trouvé une lettre de mon père, écrite avant son départ. Il a caché quelque chose d'enterré ici, sur le terrain. Quelque chose qui pourrait résoudre mes problèmes financiers. » Isabelle écouta en silence, sans montrer de scepticisme ni de jugement. « Et vous croyez que cette lettre est vraie ? Mon père était un homme honnête, Isabelle. Il ne mentirait jamais sur quelque chose comme ça. Et en plus, Michel regarda autour de lui, s'assurant que personne d'autre n'écoutait. Il se passe quelque chose d'étrange. Gérard Moreau est venu ici 3 fois pour essayer d'acheter le terrain à un prix très bas. Pourquoi quelqu'un aurait-il autant d'intérêt ? » Isabelle réfléchit à ces paroles. « C'est vrai que c'est étrange. Ma mère a mentionné qu'il s'était renseigné sur vous dans le voisinage. Il voulait savoir quelle était votre situation financière, si vous aviez de la famille à proximité. » « Il a fait ça ? » ?»« Oui, tout à fait. Et il n'a pas été discret. Ma mère a été gênée par ces questions. » Cette information intrigua Michel encore davantage. Pourquoi Gérard enquêterait-il sur sa vie personnelle avant de faire une offre d'achat ? « Isabelle, pouvez-vous me rendre un service ? » « Bien sûr. Pourriez-vous garder un œil s'il se montre à nouveau par ici, sans avoir l'air de le surveiller, observer simplement ? » « Oui, je peux. Et, monsieur Michel, si vous avez besoin d'aide pour les fouilles, je peux demander à mon cousin Julien de venir. Il est costaud et travaille dans le bâtiment. » Michel ressentit une pointe d'émotion. Cela faisait longtemps que quelqu'un lui offrait une aide sincère, sans arrière-pensée. « Merci beaucoup, ma fille, mais je dois faire cela seul. » « Pourquoi ? Parce que s'il y a vraiment quelque chose d'enterré ici, je ne veux pas que quiconque le sache avant que je découvre exactement ce que c'est. » Isabelle hocha la tête, comprenant la logique. « Je comprends. Mais si vous changez d'avis, dites-le-moi simplement. » Après le départ d'Isabelle, Michel se sentit un peu moins seul. Avoir quelqu'un qui, au moins, ne le considérait pas comme fou était déjà un soulagement. Le travail se poursuivit les jours suivants. Michel avait mis au point un système. Il creusait le matin quand le soleil n'était pas trop fort, se reposait aux heures les plus chaudes et reprenait le travail en fin d'après-midi. Le jeudi de la semaine suivante, alors qu'il creusait, Michel entendit le bruit d'une voiture s'arrêtant devant la maison. Cette fois, c'était une Clio bleue qu'il ne reconnaissait pas. Une femme d'une 40aine d'années descendit de la voiture et se dirigea vers le portail. Elle portait des vêtements de ville et tenait une sacoche en cuir. « Monsieur Michel Lefebvre ? » ?»« Oui, c'est moi. Je m'appelle Martine Dupont. Je suis assistante sociale de la mairie.
Nous avons reçu quelques appels de personnes inquiètes à propos de votre situation. » Michel sentit son estomac se serrer. Assistante sociale. Cela ne pouvait rien présager de bon. Quel genre d'inquiétude? « Eh bien, on nous a signalé que vous effectuez des fouilles dans votre terrain depuis des mois sans but apparent. Certains voisins s'inquiètent pour votre stabilité mentale. Je suis en train de réaménager mon jardin. Est-ce un crime? Bien sûr que non, monsieur Michel. Mais j'aimerais parler avec vous, simplement pour comprendre la situation et voir si nous devons vous proposer un type de soutien. » Michel l'invita à entrer dans la maison. Le salon était simple, mais propre et rangé. Martine regarda autour d'elle, observant tout avec un œil professionnel. « Vous vivez seul? » »« Depuis le départ de ma femme, oui. »« Vous avez des enfants? » ?»« 2. Mais ils habitent loin et ont leur propre famille. »« Je comprends. Et concernant les fouilles dans le jardin, pourriez-vous m'expliquer quel est l'objectif ?» Michel hésita. Il ne pouvait pas parler de la lettre sans avoir l'air délirant. « Je cherche le meilleur endroit pour faire un puits artésien. La facture d'eau est chère et j'ai pensé que ce serait une bonne économie. »« Je vois. Mais ne serait-il pas plus efficace de faire appel à une entreprise spécialisée pour cela? »« Je n'ai pas l'argent pour engager une entreprise. Je le fais avec mes propres moyens. » Martine nota quelque chose sur son carnet. « Monsieur Michel, puis-je vous interroger sur votre situation financière? » « C'est difficile. La retraite ne permet pas de faire grand-chose, surtout après les frais médicaux de ma femme. »« Avez-vous des dettes ?» La question mit Michel mal à l'aise, mais il décida d'être honnête. « Quelques-unes, mais je me débrouille. »« Quel type de dette ? » ?»« L'assurance santé en retard, la facture d'électricité, la taxe foncière. Rien que je ne puisse régler. » Martine continua de noter. « Monsieur Michel, il existe un programme de la mairie qui peut aider les personnes âgées en difficulté financière. Seriez-vous intéressé pour en savoir plus? Quel genre de programme? Aide pour le paiement des factures de base, soutien psychologique et, dans les cas plus graves, orientation vers des résidences spécialisées où vous bénéficieriez d'une prise en charge complète. » C'était de nouveau cela. Des résidences spécialisées. Tout le monde voulait se débarrasser de lui. « Je n'ai pas l'intention de quitter ma maison. Je comprends. Mais j'aimerais que vous sachiez qu'il existe des options. Et il serait aussi bon que vous envisagiez de parler à un psychologue. Parfois, après des pertes significatives comme celle d'un conjoint, certaines personnes développent des comportements compulsifs. » Des comportements compulsifs? Comme creuser de manière obsessionnelle à la recherche de quelque chose qui pourrait ne pas exister. Michel sentit l'irritation monter, mais se contrôla. « Martine, avec tout mon respect, je ne fais que m'occuper de ma propriété. Je ne vois rien d'anormal à cela. Bien sûr, je laisse simplement l'orientation. Et je vais laisser ma carte au cas où vous changeriez d'avis concernant les programmes d'aide. » Après son départ, Michel resta troublé. Les visites devenaient plus fréquentes et plus intrusives. D'abord Gérard qui essayait d'acheter le terrain, maintenant l'assistante sociale qui enquêtait sur sa vie. Quelqu'un orchestrait une campagne pour le faire sortir de chez lui, et il devait découvrir qui et pourquoi. Cette nuit-là, Michel parvint à peine à dormir. Il resta sur la véranda à l'arrière, observant le jardin au clair de lune. Les trous ressemblaient à des cratères sombres dans le paysage familier qu'il connaissait depuis l'enfance. Peut-être que tout le monde avait raison. Peut-être perdait-il réellement la raison, creusant pour un trésor qui n'existait que dans l'imagination d'un homme désespéré. Mais alors qu'il était sur le point d'abandonner, il se souvint des mots de son père écrits dans la lettre. Ne laissez personne savoir. Son père savait qu'il y aurait des personnes intéressées par ce qui était enterré. Et peut-être que ces personnes étaient toujours là, attendant une opportunité. Vendredi matin, Michel se réveilla déterminé. S'il y avait quelque chose dans le terrain, il le trouverait. Et s'il n'y avait rien, au moins il saurait qu'il avait tout essayé. Il creusait depuis environ 1 heure lorsqu'il entendit des voix venant de la clôture qui séparait sa propriété de la maison de M. Claude. « Papa, tu ne peux pas laisser passer cela », disait une voix féminine qu'il reconnut comme étant celle de Brigitte. « Ma fille, cet homme ne fait de mal à personne, » répondait Claude. « Mais papa, regarde-moi ça. Il a creusé tout le jardin. Ce n'est pas normal. Et s'il se blesse? Et s'il tombe dans un des trous? » « Brigitte a raison, » dit une 3e voix masculine. « Quelqu'un doit agir avant qu'il n'arrive quelque chose de pire. » Michel reconnut la voix comme étant celle de Robert,
le frère cadet de Brigitte, qui travaillait comme chauffeur de bus. « Vous pensez que je devrais appeler sa fille ?» demanda Claude. « Je pense que oui, » répondit Brigitte. « Christine doit savoir ce qui se passe. » Michel sentit son cœur s'accélérer. S'ils appelaient Christine, elle viendrait de Paris et le forcerait certainement à arrêter les excavations. Ou pire, elle pourrait accepter de le faire interner quelque part. Il devait trouver ce qu'il cherchait avant que cela n'arrive. Durant le reste de la journée, Michel travailla avec une urgence renouvelée. Il creusa plus profondément dans le trou actuel, retirant seau après seau de terre rouge. En fin d'après-midi, alors qu'il se préparait à arrêter le travail de la journée, sa pelle heurta quelque chose de solide. Ce n'était pas une pierre, le son était différent. Plus creux, le cœur battant la chamade, Michel se baissa et commença à retirer la terre avec ses mains. Peu à peu, il révéla ce qui semblait être une surface en bois. C'était une vieille planche, mais encore solide, mesurant environ 1 mètre sur 50 centimètres. Il y avait quelque chose d'enterré là, exactement où son père l'avait indiqué dans la lettre. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et, surtout, à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Michel travailla jusqu'au coucher du soleil pour retirer complètement la terre autour de la planche de bois. Ses mains tremblèrent d'émotion et d'anxiété. Après 3 mois de fouilles infructueuses, il avait enfin trouvé quelque chose. La planche était clouée avec des clous rouillés sur une structure qui semblait être une boîte ou un compartiment. Michel remonta du trou pour prendre des outils appropriés. Un marteau et un petit pied de biche qu'il utilisait au garage. De retour au fond du trou, il travailla avec précaution pour retirer la planche sans endommager ce qui pouvait se trouver à l'intérieur. Les vieux clous cédèrent avec quelque effort, et enfin la planche se détacha. En dessous se trouvait une boîte en bois, assombrie par l'humidité des années, mais encore intacte. Michel la souleva avec précaution. Elle était lourde, elle contenait certainement quelque chose. Il remonta du trou en portant la boîte et la porta à l'intérieur de la maison. Il la posa sur la table de la cuisine et l'observa pendant quelques minutes, n'en croyant presque pas ses yeux d'avoir enfin trouvé ce qu'il cherchait. La boîte mesurait approximativement 50 cm de long sur 30 de large et 20 de haut. Le bois était taché, mais les charnières en métal fonctionnaient encore. Il y avait une petite serrure, mais la clé n'était pas là. Avec précaution, Michel força la serrure avec un petit tournevis. Elle s'ouvrit avec un léger clic. À l'intérieur de la boîte, il trouva plusieurs choses enveloppées dans des chiffons huilés qui avaient protégé le contenu de l'humidité. Ses mains tremblèrent en déballant le premier objet. C'était une enveloppe scellée avec de la cire, encore intacte après tant d'années. Sur l'enveloppe était écrit de l'écriture de son père « Pour mon fils Michel, quand les temps deviendront difficiles ». À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une autre lettre, plus longue que la première, et avec elle, une carte dessinée à la main montrant la propriété familiale avec plusieurs points marqués d'un X. La lettre disait « Mon cher fils, si tu lis ceci, cela signifie que tu as trouvé ma première cachette. Mais ce n'est que le début. Pendant des années, j'ai gardé ici les choses les plus importantes de notre famille. Pas seulement de l'argent, mais des documents, les bijoux de ta mère et des preuves d'affaires qui peuvent valoir bien plus que tu ne l'imagines. Le terrain de notre famille vaut beaucoup plus qu'il n'y paraît. Ton grand-père, mon père, a acheté ces terres en sachant qu'il y avait de l'or dans le sous-sol. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que certaines personnes s'y intéressent. C'est pourquoi j'ai toujours gardé secret la véritable valeur de la propriété. Sur la carte jointe à cette lettre, j'ai marqué tous les endroits où j'ai caché des choses au fil des ans. Certaines sont des richesses matérielles, d'autres sont des documents qui prouvent nos droits sur des terres voisines qui ont été prises à la famille par la tromperie. Sois prudent, mon fils. Il y a des gens qui connaissent les secrets de cette propriété et feront tout pour te la prendre. Ne fais confiance à personne qui propose d'acheter le terrain à bas prix. Et quand tu auras tout trouvé, cherche un avocat de confiance pour s'occuper des documents. Ta mère est enterrée au cimetière de la ville, mais son cœur a toujours été sur cette terre. Protège notre héritage comme elle a protégé notre famille. Avec amour et prudence, ton père, Pierre Lefebvre. Michel lut la lettre 3 fois avant de parvenir à comprendre complètement ce qui était écrit. Son père avait caché bien plus qu'il ne l'imaginait. Et le plus important, il y avait d'autres personnes qui connaissaient les secrets du terrain.
Cela expliquait l'insistance de Gérard Moreau à acheter la propriété. Il savait quelque chose. Michel retourna à la boîte et déballa les autres objets. Il trouva un petit sac en cuir contenant des pièces d'or anciennes, plusieurs bijoux qu'il reconnut comme étant ceux de sa mère, des actes de propriété jaunis par le temps et une seconde petite clé. Mais ce qui l'impressionna le plus fut un document daté de 1952, signé par plusieurs personnes, dont le maire de l'époque. C'était un contrat de concession qui donnait à la famille Lefebvre le droit d'exploiter des minerais sur un terrain de 20 hectares, qui incluait non seulement leur propriété actuelle, mais plusieurs autres dans la région. Si ce document était valide, cela signifiait que sa famille avait des droits sur une zone bien plus grande que ses 2000 mètres carrés. Michel étudia la carte dessinée par son père. Il y avait 8 points, marqués d'un X dispersé sur la propriété. Il n'en avait trouvé qu'un seul. Il restait encore 7 cachettes à découvrir. Mais maintenant, il comprenait pourquoi il y avait tant de pression pour qu'il vende le terrain, et pourquoi une assistante sociale était apparue pour l'enquêter. Quelqu'un connaissait les secrets de la famille et essayait de le forcer à partir avant qu'il ne découvre tout. Cette nuit-là, Michel ne put fermer l'œil. Il rangea la boîte et tous les documents dans un endroit sûr et resta à planifier les prochaines étapes. Premièrement, il devait trouver les autres cachettes marquées sur la carte. Deuxièmement, il devait mieux comprendre la valeur légale des documents qu'il avait trouvés. Et troisièmement, il devait découvrir exactement qui d'autre connaissait les secrets du terrain. Le lendemain matin, un samedi, Michel commença le travail sur un nouveau point marqué sur la carte. Celui-ci se trouvait près de la clôture du fond, sous ce qui était aujourd'hui un parterre de fleurs que Monique avait planté des années auparavant. Avec précaution pour ne pas détruire complètement les plantes, il commença à creuser. Le travail était plus délicat ici car la terre était plus compacte et il y avait des racines de fleurs à contourner. Vers 9 heures du matin, alors qu'il creusait, Michel vit Isabelle s'approcher par le portail latéral. « Bonjour, monsieur Michel, comment avance le travail ?»« Bonjour, ma fille. Ça avance bien. » Isabelle regarda le nouveau trou, puis l'homme. « Monsieur Michel, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Hier soir, j'ai vu du mouvement chez vous très tard. Tout allait bien. » Michel hésita. Isabelle avait promis le secret, mais pouvait-il lui faire entièrement confiance ? « J'ai trouvé quelque chose, Isabelle. » « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?»« Une partie, oui, et j'ai découvert qu'il y a bien plus que ce que j'imaginais. » Isabelle descendit dans le trou et s'approcha de lui. « Vous pouvez me le dire ?» Michel regarda autour, s'assurant que personne d'autre n'était à proximité. « J'ai trouvé des documents qui prouvent que ma famille a des droits sur une zone bien plus grande que ce simple terrain. Et j'ai trouvé des preuves que certaines personnes sont au courant et veulent me faire partir d'ici avant que je ne découvre tout. » Quel genre de preuves ? Gérard Moreau n'essaie pas d'acheter mon terrain par hasard. Il sait quelque chose. Et je parie que c'est lui qui a envoyé l'assistante sociale ici. Isabelle réfléchit à ces informations. Monsieur Michel, cela pourrait être dangereux. Si vraiment il y a des personnes intéressées à cacher quelque chose, elles pourraient mal prendre que vous ayez découvert. C'est pourquoi je dois travailler vite, tout trouver, avant qu'il n'essaie de m'en empêcher. Vous êtes sûr de vouloir continuer seul ? Je peux appeler mon cousin Julien pour aider. Michel regarda Isabelle. La jeune femme avait fait preuve de loyauté et de discrétion jusqu'à présent. Peut-être était-il temps d'accepter de l'aide. Vous faites confiance à votre cousin ? Oui. C'est une bonne personne et il sait garder les secrets. Alors d'accord, vous pouvez l'appeler, mais il doit d'abord promettre de ne rien dire à personne. Il le promettra. Julien est comme ça, un homme de parole. Isabelle partit chercher son cousin et Michel continua à creuser seul. Une demi-heure plus tard, elle revint accompagnée d'un jeune homme brun fort d'environ 25 ans, portant des vêtements de travail. « Monsieur Michel, voici mon cousin Julien. » Julien salua l'homme plus âgé avec respect. « Très heureux, monsieur Michel. Isabelle m'a dit que vous aviez besoin d'aide pour des fouilles. »« Oui, Julien. Mais avant de commencer, pouvez-vous me promettre que tout ce que vous verrez ou entendrez ici restera entre nous? Je vous le promets, monsieur, je suis un homme de parole. » Michel étudia le visage du jeune homme. Il y avait de l'honnêteté là-dedans et une sérénité qui le rendit confiant. « Alors d'accord, je vais vous expliquer la situation. » Michel raconta à Julien l'histoire de la lettre, des documents trouvés et des pressions qu'il subissait
pour vendre le terrain. Le jeune homme écouta tout en silence, sans montrer de scepticisme. « Je comprends, monsieur Michel. Et où devons-nous creuser maintenant? Ici même, là où je travaillais, là où je... » D'après la carte, il doit y avoir quelque chose enterré à environ 1,50 m de profondeur. Julien prit une deuxième pelle que Michel avait et se mit au travail. Le jeune homme était fort et habitué au travail physique, et en peu de temps, ils avaient considérablement approfondi l'excavation. Vers midi, la pelle de Julien heurta quelque chose de solide. « Monsieur Michel, il y a quelque chose ici. » Ils enlevèrent la terre avec précaution et découvrirent un autre compartiment. Celui-ci fait de briques et de ciment, plus élaboré que le premier. « Ça, c'était construit pour durer longtemps », commenta Julien en examinant la structure. « Mon père était maçon avant d'avoir le garage », expliqua Michel. Il savait construire des choses bien faites. Ils retirèrent le couvercle de ciment et révélèrent l'intérieur du compartiment. Cette fois, il y avait 2 boîtes, toutes 2 plus grandes que la première. « Emportons-les à l'intérieur de la maison », suggéra Julien. « Ici dans le jardin, quelqu'un pourrait nous voir. » Ils transportèrent les boîtes dans la cuisine et les posèrent sur la table à côté de la première. Michel ouvrit la première nouvelle boîte. Cette fois, il trouva principalement des documents, de vieilles actes de propriété, des contrats de vente, des reçus de paiement et plusieurs photographies en noir et blanc montrant la région il y a des décennies. Mais il y avait aussi un document plus récent, daté de 1978, qui fit s'arrêter la respiration de Michel un instant. C'était un rapport géologique officiel, signé par un ingénieur des mines, confirmant la présence d'or en quantité commerciale dans le sous-sol de la région. Le rapport recommandait une exploitation immédiate et estimait la valeur des gisements à une somme qui, actualisée, représenterait des millions d'euros. « Julien, regarde ça », dit Michel en lui montrant le rapport. Julien lut le document attentivement. « Monsieur Michel, c'est beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'ils veulent me faire partir d'ici. » Ils ouvrirent la deuxième boîte et trouvèrent d'autres surprises. De petites barres d'or qui semblaient avoir été extraites sur la propriété même, des bijoux de valeur et une somme considérable en argent de différentes époques, y compris des billets qui n'avaient un plus court. Mais ce qui impressionna le plus Michel fut de trouver une photo de son père avec 4 autres hommes, tous en tenue de travail, devant une entrée qui ressemblait à une petite mine. Au dos de la photo était écrit « Associé de la mine Saint-Pierre, 1975 ». « Votre père avait des associés pour l'exploitation de l'or », observa Julien. « Apparemment oui, et ça peut expliquer beaucoup de choses. » Michel examina les visages sur la photographie. L'un d'eux, il le reconnut. C'était un homme plus jeune, mais avec des traits qui rappelaient beaucoup Gérard Moreau. « Isabelle, vous connaissiez le père de Gérard Moreau ?»« Je l'ai connu, monsieur Michel. Il est parti il y a une dizaine d'années. »« Pourquoi, demandez-vous ?»« Comment s'appelait-il ?»« Manuel Moreau. Il avait une petite entreprise de bâtiment. » Michel montra la photo à Isabelle et Julien. « Cet homme ici ressemble à Gérard. » Isabelle étudia la photo. « Mon Dieu, oui, beaucoup. Ça doit être son père, c'est sûr. » Maintenant, tout prenait sens. Gérard savait pour la mine d'or parce que son père avait été l'associé de Pierre Lefebvre dans l'exploitation, et il savait probablement qu'il y avait encore de l'or sur la propriété qui n'avait jamais été extrait. « Julien, je dois trouver les autres endroits marqués sur la carte le plus vite possible, » dit Michel. « Si Gérard sait vraiment pour la mine, il pourrait essayer d'autres moyens pour me faire partir d'ici. » « Quels autres moyens ? » ?»« Je ne sais pas. Mais les gens ambitieux peuvent être très créatifs quand il y a beaucoup d'argent en jeu. » Ils passèrent le reste du samedi et toute la journée du dimanche à creuser aux endroits restants marqués sur la carte. Julien était infatigable, et avec son aide, le travail avança bien plus rapidement. Au 3e point, ils trouvèrent d'anciens outils miniers et d'autres documents. Au 4e, ils découvrirent une entrée scellée qui semblait mener à un tunnel. « Ça doit être l'entrée de la mine », dit Julien en examinant la structure. « Probablement, mais laissons cela pour plus tard. Je dois d'abord trouver toutes les cachettes et comprendre complètement ce que mon père m'a laissé. » Au 5e point, près du vieux puits, ils trouvèrent la plus grande surprise jusqu'à présent. Une boîte contenant ce qui semblait être toute la paperasse officielle de la société minière, y compris des licences gouvernementales, des rapports de production et, plus important encore, un testament de 1980 où les 5 associés originaux stipulaient
qu'en cas de décès de l'un d'eux, sa part dans la société serait intégralement transférée à ses descendants directs. Julien, cela signifie que je suis propriétaire de 20% d'une entreprise minière qui a extrait de l'or de cette région pendant des années. Et les autres associés? Selon ce document, outre mon père et le père de Gérard, il y en avait 3 autres, Henri Bernard, Robert Dubois et Charles Petit. Je connais la famille Dubois, dit Isabelle. Robert est parti il y a de nombreuses années, mais il a des enfants qui vivent dans la région. Et les autres? Henri Bernard, je ne connais pas. Charles Petit, je crois qu'il avait une famille qui a déménagé à Paris il y a longtemps. Michel organisa tous les documents sur la table de la cuisine. C'était trop d'informations à traiter seul. Il avait besoin d'une aide professionnelle pour comprendre pleinement la valeur légale de tout cela. Julien, connais-tu un avocat de confiance dans la région? J'en connais un qui est très bon, Dr François Martin. Il a un cabinet dans la ville voisine et il est connu pour son honnêteté. Peux-tu me présenter à lui? Je peux. Mais monsieur Michel, êtes-vous sûr de vouloir tout révéler maintenant? Si Gérard essaie vraiment de s'approprier vos terres, il pourrait intensifier les pressions quand il saura que vous avez découvert les documents. C'était une préoccupation valable. Michel devait penser stratégiquement. Tu as raison. Finissons d'abord de trouver toutes les cachettes. Ensuite, nous déciderons comment procéder. Durant les jours suivants, ils trouvèrent les 3 derniers points marqués sur la carte. Dans chacun, il y avait plus de preuves de la richesse cachée de la famille Lefebvre, de l'or, des bijoux, de l'argent et surtout des documents qui prouvaient des droits sur une zone bien plus grande que le simple terrain actuel. Le mercredi, alors qu'ils organisaient tout ce qu'ils avaient retrouvé, Michel reçut une visite inattendue. C'était Christine, sa fille, qui avait roulé depuis Paris après avoir reçu des appels de voisins inquiets. « Papa, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle en regardant le jardin plein de trous. « Christine, ma fille, je suis si content de te voir, mais je ne t'attendais pas ici. Papa, Brigitte, la fille de Monsieur Claude, m'a appelé. Elle a dit que vous creusiez le jardin depuis des mois et que les voisins s'inquiètent pour votre santé mentale. » Michel soupira. Le moment était venu de faire confiance à sa fille. « Christine, viens à l'intérieur. Je dois te montrer quelque chose. » Il emmena sa fille dans la cuisine, où tous les documents et trésors trouvés étaient rangés dans plusieurs boîtes. « Mon Dieu, papa! D'où vient tout ça? » « C'était enterré ici, sur le terrain. Ton grand-père a tout caché avant de partir. » Michel raconta toute l'histoire à Christine, lui montrant les lettres, les cartes et les documents. Sa fille écouta tout, sous le choc. « Papa, c'est une fortune. Pourquoi grand-père n'a jamais rien dit à ce sujet? » Apparemment parce qu'il y avait des gens intéressés à tout prendre à la famille. Et d'après ce que j'ai découvert, ces gens sont toujours là. Quels gens? Gérard Moreau pour commencer. Son père était l'associé de ton grand-père dans la mine, et je soupçonne qu'il en sait bien plus qu'il ne le laisse paraître. Christine examina certains documents plus en détail. Père, il faut que cela soit évalué par un professionnel. Il y a ici des documents qui pourraient valoir bien plus que l'or lui-même. Je sais. Julien connaît un avocat en qui il a confiance. Julien? Un jeune homme qui m'aide avec les fouilles. Une personne de confiance. À ce moment, Julien et Isabelle arrivèrent pour continuer le travail de la journée. Christine. Voici Julien et Isabelle qui m'ont beaucoup aidé. Christine salua les 2 jeunes et les remercia pour l'aide qu'ils apportaient à son père. Julien, mon père a dit que vous connaissiez un avocat compétent. En effet, le docteur François est très respecté dans la région. Pouvez-vous prendre rendez-vous avec lui pour cette semaine? Je peux essayer. Julien appela le cabinet de l'avocat et réussit à fixer un rendez-vous pour le vendredi après-midi. Pendant ce temps, Christine aida son père à mieux organiser tous les documents, en les séparant par type et date. C'était un travail méticuleux, mais nécessaire pour tout présenter clairement à l'avocat. Le jeudi, Michel était dans le jardin à vérifier qu'il n'avait rien oublié sur la carte lorsqu'il vit la Mégane argentée de Gérard Moreau se garer devant la maison. Cette fois, Gérard n'était pas seul. Il descendit de la voiture accompagné d'un homme plus âgé, d'une 60aine d'années, portant un costume sombre et tenant une serviette. « Bonjour, monsieur Michel », dit Gérard, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Voici mon avocat, le docteur Bernard. » Michel sentit un frisson dans le dos. Un avocat. Ce n'était pas une bonne nouvelle. « Que puis-je faire pour vous ?»« Eh bien, monsieur Michel,
Nous avons une proposition très intéressante pour vous, dit le docteur Bernard. Mon client est prêt à augmenter considérablement son offre pour le terrain. J'ai déjà dit que je n'avais pas l'intention de vendre. Nous comprenons votre réticence, mais nous devons clarifier certaines questions légales, poursuivit l'avocat. Nous avons reçu des informations selon lesquelles vous effectuez des fouilles non autorisées sur la propriété. Je travaille sur ma propre terre. Oui, mais il existe des règlements municipaux qui exigent des permis pour les fouilles dépassant une certaine profondeur. Et il y a aussi des questions environnementales à considérer. Quel genre de questions environnementales? Des fouilles irrégulières peuvent contaminer la nappe phréatique de la région. C'est une préoccupation du service sanitaire municipal. Michel comprit où la conversation menait. Et qu'est-ce que cela a à voir avec l'offre d'achat? Eh bien, si vous vendez la propriété à mon client, il prendra en charge tous les frais de régularisation et les éventuelles amendes. Ce serait une solution très pratique pour vous. Et si je ne vends pas, alors vous devrez faire face seul aux autorités municipales, et cela pourrait être très coûteux et compliqué. C'était du chantage déguisé en proposition commerciale. Quel serait le nouveau montant proposé? 80 000 € au comptant, dit rapidement Gérard. C'est encore bien trop peu. Monsieur Michel, avec tout le respect que je vous dois, compte tenu des problèmes légaux que vous pourriez rencontrer, c'est une offre très généreuse, dit l'avocat. Je vais réfléchir à votre proposition. Bien sûr. Mais ne tardez pas trop. Les questions légales peuvent rapidement se compliquer. Après leur départ, Michel appela immédiatement Christine. « Ma fille, ils augmentent la pression. Ils sont venus ici avec un avocat menaçant de problèmes avec la mairie. Père, cela ne fait que confirmer qu'ils connaissent la valeur réelle du terrain. Nous devons accélérer notre consultation avec le docteur François. Julien a-t-il pu avancer le rendez-vous? Je l'appelle tout de suite. Julien réussit à avancer le rendez-vous au lendemain, jeudi matin. Le vendredi, Michel, Christine et Julien se rendirent au cabinet du docteur François Martin dans la ville voisine. L'avocat était un homme d'une 50aine d'années, d'apparence sérieuse, mais avec des yeux bienveillants qui inspiraient confiance. « Monsieur Michel, Julien m'a un peu parlé de votre situation au téléphone. Pouvez-vous m'expliquer en détail ce qui se passe ?» Michel raconta toute l'histoire, depuis la découverte de la première lettre jusqu'aux pressions récentes de Gérard Moreau. Il montra tous les documents trouvés et expliqua les menaces légales qu'il avait reçues. Le docteur François examina soigneusement chaque document, prenant des notes et posant des questions précises. « Monsieur Michel, ces documents sont extraordinaires. S'ils sont authentiques, et tout indique qu'ils le sont, votre famille possède des droits sur une zone très précieuse et sur une opération minière qui pourrait encore être légalement active. » « Comment ça, encore active ?»« Active. Selon ses contrats de société, l'entreprise n'a jamais été officiellement dissoute. Et d'après les permis d'exploitation, les droits miniers sont toujours valides. Et c'est une bonne chose? C'est excellent. Cela signifie que vous n'êtes pas seulement propriétaire d'une ferme, vous êtes l'associé majoritaire d'une entreprise minière disposant de droits d'exploitation sur une zone de 20 hectares. Christine se pencha en avant sur sa chaise. « Docteur François, quelle serait la valeur approximative de tout cela? Il est difficile d'estimer sans une évaluation technique complète, mais compte tenu du prix actuel de l'or et de la taille de la zone avec droits miniers, nous parlons de millions d'euros, peut-être même de dizaines de millions. » Michel sentit ses jambes flageoler. « Docteur, et concernant les menaces que j'ai reçues à propos des permis municipaux et des problèmes environnementaux, ce sont des intimidations sans fondement légal. Vous creusiez sur votre propre propriété à des profondeurs qui n'exigent pas de permis spéciaux. Et considérant que vous avez trouvé des preuves d'une activité minière historique, vos fouilles peuvent être classées comme une recherche archéologique familiale, ce qui est tout à fait légal. Et que devons-nous faire maintenant? Premièrement, nous allons déclarer officiellement la découverte des documents auprès des autorités compétentes. Deuxièmement, nous allons demander une évaluation technique de la zone. Troisièmement, nous allons engager le processus de réactivation de l'entreprise minière. Et quatrièmement, nous allons intenter une action pour récupérer les droits sur des terres qui ont pu être vendues irrégulièrement. Docteur François, y a-t-il un risque pour mon père dans ce processus? Minime. Tous les documents semblent être en règle. Le plus grand risque est que d'autres personnes intéressées tentent d'accélérer des procédures pour compliquer la situation. C'est pourquoi je recommande d'agir rapidement.
Quel genre d'autres personnes? D'après les noms mentionnés dans les actes de société, les descendants des autres associés pourraient tenter de revendiquer des droits, et des personnes ayant eu connaissance de l'existence de la mine pourraient essayer de contester la légitimité des droits de la famille. Comme Gérard Moreau? Exactement. Si son père a vraiment été associé, il pourrait tenter de prouver qu'il a des droits sur une partie de l'opération. Mais les documents prouvent que mon père était l'associé majoritaire. Oui, mais cela n'empêchera pas d'autres personnes de tenter de contester. C'est pourquoi la rapidité est importante. Le docteur François élabora un plan d'action pour les semaines à venir. Premièrement, ils enregistreraient tous les documents. Deuxièmement, ils engageraient un géologue pour évaluer la zone. Troisièmement, ils rechercheraient des informations sur les autres associés d'origine et leurs descendants. Une question, docteur François, dit Julien. Et si Gérard Moreau tentait d'intensifier les pressions sur M. Michel? Documentez tout. Enregistrez les conversations si possible. Toute tentative de coercition ou d'intimidation peut être utilisée contre lui. Ils quittèrent le bureau avec un plan clair et la tranquillité de savoir qu'ils étaient sur la bonne voie. Sur le chemin du retour, Christine parla à son père. « Papa, je vais rester ici encore quelques semaines pour aider avec tout cela. J'ai déjà parlé à l'hôpital et j'ai obtenu des congés. Ma fille, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Père, ce n'est plus une question d'inquiétude désormais. C'est une question d'affaires. Si c'est bien ce que nous pensons, notre famille va voir sa vie complètement transformée. » Durant le week-end, ils ont mieux organisé toutes les découvertes et ont commencé le processus de documentation photographique de tout, comme l'avocat l'avait conseillé. Julien a suggéré d'explorer un peu l'entrée de la mine qu'ils avaient trouvée, juste pour se faire une idée de l'ampleur de l'exploitation. Mais avec beaucoup de prudence, avertit Christine. Les tunnels anciens peuvent être dangereux. Julien, qui avait de l'expérience dans le bâtiment, improvisa quelques équipements de sécurité et descendit à l'entrée de la mine avec une lampe torche puissante. Il revint 15 minutes plus tard, les yeux brillants d'émotion. « Monsieur Michel, c'est bien plus grand que nous ne l'imaginions. Il y a des tunnels qui s'étendent sur des centaines de mètres, et il y a encore de vieux équipements miniers là-dessous. Quel type d'équipement? Des wagonnets de mine, des outils, même des sacs qui semblent contenir de l'or brut. Des sacs d'or? Il semble bien. Mais nous aurons besoin d'équipements adaptés et d'une autorisation pour explorer correctement. » Michel avait du mal à croire ce qu'il entendait. À chaque découverte, l'héritage de son père se révélait plus important et plus précieux. Le lundi, docteur François appela avec des nouvelles. « Monsieur Michel, j'ai enregistré tous les documents et j'ai déjà fait les premières demandes. Et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. J'ai trouvé des registres indiquant que Gérard Moreau a déjà tenté de requérir des droits miniers sur des terrains proches du vôtre, prétendant avoir des documents prouvant une société historique de votre père avec des mineurs de la région. Peut-il obtenir ces droits? Pas avec les documents que vous avez trouvés. En réalité, ces documents peuvent être contestés comme étant faux, puisque vous avez les originaux qui prouvent la véritable société. C'est une bonne chose? C'est très bon. Cela signifie que nous pouvons non seulement protéger vos droits, mais aussi contester ces tentatives antérieures d'exploiter des terres qui appartiennent légalement à votre famille. Durant la semaine suivante, beaucoup de choses se sont produites rapidement. Le géologue engagé par Dr François visita la propriété et confirma la présence d'or en quantité significative. Le rapport préliminaire estima la valeur des dépôts à une somme qui obligea Michel à s'asseoir en la lisant. 42 millions d'euros. C'était une fortune qui changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de ses enfants et petits-enfants. Mais avec les bonnes nouvelles vinrent aussi de nouvelles pressions. Gérard Moreau intensifia ses visites, désormais toujours accompagné de l'avocat, faisant des offres de plus en plus élevées pour le terrain. « Monsieur Michel, mon offre finale est de 150 000 euros, dit-il le jeudi. C'est bien plus que la valeur de n'importe quel terrain de la région. Gérard, j'ai déjà dit que je n'étais pas intéressé. Monsieur Michel ne rendait pas cela plus difficile que nécessaire, dit l'avocat Bernard. Nous avons des documents qui prouvent les droits de la famille Moreau sur une partie de cette propriété. Nous pouvons régler cela à l'amiable ou nous devrons recourir à la justice. C'était la première fois qu'ils mentionnaient leurs propres documents. Quels documents? Des attestations de société entre votre père et le père de Gérard pour l'exploitation de l'or de cette région.
Puis-je voir ces documents? Bien sûr. L'avocat ouvrit sa serviette et montra quelques papiers. Michel les examina attentivement, puis sourit. Ces documents sont des copies, et incomplètes. Comment ça, incomplètes? Il manque la partie où il est décrit que mon père était l'associé majoritaire avec 60% de la société. Et il manque la clause qui transfère automatiquement les parts des associés décédés à leurs descendants directs. L'avocat et Gérard échangèrent des regards gênés. « Monsieur Michel, avez-vous des documents qui prouvent cela? J'ai les originaux complets. » L'expression de Gérard changea complètement. Le masque de sympathie tomba, révélant de l'irritation et quelque chose qui semblait être de la peur. Quels originaux? Ceux que mon père a gardés avant de partir, des documents que vous pensiez probablement ne plus exister. Gérard se leva brusquement. « Bernard, partons. Nous devons réévaluer la situation. » Après leur départ, Michel appela immédiatement le docteur François. « Docteur, ils ont des documents. Incomplets. Mais ils en ont. Comment ont-ils obtenu des copies des documents originaux? Bonne question. Quelqu'un a eu accès aux originaux à un moment donné pour faire ses copies. Monsieur Michel, cela pourrait signifier qu'il y a eu une tentative de vol ou de falsification antérieure. Nous allons enquêter. » Le docteur François découvrit que 3 ans auparavant, il y avait eu un cambriolage au presbytère de la ville, où étaient conservés d'anciens documents de la région. À l'époque, la police n'avait pas pu identifier ce qui avait été volé, car la plupart des documents n'avaient pas d'inventaire détaillé. Il est possible qu'à cette occasion, ils aient volé des copies de documents de votre famille, qui étaient archivés à l'église. Mais pourquoi des documents de ma famille seraient-ils à l'église? Autrefois, il était courant que les familles remettent des copies de documents importants à l'église pour qu'elle les garde comme une protection contre les incendies ou autres accidents. Cela expliquait comment Gérard avait eu accès à des informations sur la société minière, mais seulement des informations partielles. La semaine suivante, le docteur François obtint une ordonnance du tribunal pour enquêter sur l'authenticité des documents présentés par Gérard. L'analyse experte révéla qu'il s'agissait de copies altérées, où des parties importantes avaient été supprimées ou modifiées. « Monsieur Michel, c'est de la falsification de documents. Nous pouvons engager des poursuites pénales contre eux. » Docteur François, je préfère me concentrer sur la protection de nos droits. Je ne veux pas de complications inutiles. Je comprends, mais la falsification des documents renforce considérablement notre position pour contester toute tentative de leur part de revendiquer des droits sur vos terres. Pendant cette période, d'autres développements intéressants eurent lieu. Julien, qui s'était de plus en plus intéressé à l'histoire de la mine, parvint à localiser Robert Dubois Jr., fils de l'un des associés originaux de l'entreprise minière. Robert Jr. était un homme d'une 60aine d'années qui vivait dans une ville voisine et travaillait comme ingénieur à la retraite. Lorsqu'il apprit la découverte des documents, il souhaita rencontrer Michel. « Monsieur Michel, mon père parlait toujours de la mine, mais nous n'avons jamais eu accès aux documents. Après son départ, nous avons essayé plusieurs fois de découvrir ce qui était arrivé à la société. Et maintenant que nous le savons, comment souhaitez-vous procéder? » « Eh bien, selon les documents que vous avez trouvés, ma famille a droit à 15% de la société. Mais je ne suis pas intéressé par compliquer votre vie. Vous avez fait tout le travail pour trouver les documents et réactiver l'entreprise. » Robert Jr. était un homme honnête et pragmatique. Il proposa un partenariat où il ne recevrait que 5% des bénéfices de l'exploitation minière, permettant à Michel de conserver le contrôle majoritaire. « C'est une proposition juste, Robert. J'accepte. Et il y a autre chose, monsieur Michel. Mon père m'a laissé quelques documents de l'époque de l'exploitation minière. Ce ne sont pas les contrats principaux, mais ce sont des rapports techniques qui pourraient être utiles. » Robert Jr. apporta une boîte avec des cartes détaillées de la mine, des rapports de production et de la correspondance entre les associés originaux. Parmi ces documents, ils trouvèrent des preuves que l'exploitation minière avait été interrompue non par manque d'or, mais à cause de pressions politiques de l'époque. Mon père a écrit ici que certains politiciens locaux exigeaient des pots de vin trop élevés pour maintenir les licences d'exploitation actives. Les associés décidèrent d'arrêter temporairement jusqu'à ce que la situation politique se calme. Mais ils ne l'ont jamais réactivé. Apparemment, ils n'ont pas eu le temps. Votre père est parti peu après, et les autres associés se sont dispersés. Cela expliquait pourquoi il y avait encore tant d'or dans la mine. L'opération avait été interrompue alors qu'elle était encore rentable.
Grâce aux informations de Robert Jr. et à l'analyse technique du géologue, le docteur François avait réussi à accélérer le processus de réactivation légale de l'entreprise minière. Monsieur Michel, dans 2 semaines, nous devrions avoir tous les permis actualisés et l'autorisation de reprendre l'exploitation. Et Gérard Moreau? Après la découverte des falsifications documentaires, il a retiré toutes ses revendications. Apparemment, il ne veut pas risquer de répondre pénalement pour ces falsifications. 3 semaines plus tard, la société minière Saint-Pierre était officiellement réactivée, avec Michel comme président et Robert Jr. comme vice-président. Le premier mois d'exploitation contrôlée rapporta suffisamment pour régler toutes les dettes de Michel et laisser encore une réserve significative. Mais le changement dans la vie de Michel alla au-delà de l'aspect financier. La découverte des trésors de son père avait apporté un nouveau sens à sa vie. Il se sentait connecté à l'histoire familiale d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Christine décida de s'installer définitivement de Paris pour aider à gérer les affaires familiales. Elle vendit son appartement dans la capitale et construisit une nouvelle maison sur le terrain familial, près de la maison d'origine. Julien fut embauché comme superviseur des opérations de la mine et Isabelle obtint une bourse d'études pour poursuivre sa formation en pédagogie financée par l'entreprise familiale. « Julien, tu sais que tu as changé ma vie, n'est-ce pas ?» dit Michel un matin alors qu'ils observèrent le travail à la mine. « C'est vous qui avez changé la mienne, monsieur Michel. Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire partie de quelque chose comme ça. Tu le mérites, mon garçon. Ton honnêteté et ta loyauté ont été fondamentales pour tout cela. » La mine réactivée apporta du développement à toute la région. Michel embaucha de préférence des habitants locaux, générant des emplois et des revenus pour de nombreuses familles. Il créa également un fonds communautaire, destinant une partie des bénéfices de l'exploitation minière à l'amélioration des infrastructures locales, pavage des rues, rénovation de l'école, agrandissement du centre de santé. Monsieur Michel est devenu le bienfaiteur de la ville, commentait Madame Sylvie, qui le regardait maintenant avec admiration au lieu de pitié. « Il a toujours été un homme bon, » répondait Brigitte. « Il avait juste besoin d'une opportunité pour le montrer. » Monsieur Claude lui-même, le voisin qui s'était inquiété des excavations de Michel, aidait maintenant bénévolement à la sécurité de la propriété. « Michel, pardonnez-moi d'avoir douté de vous, » dit-il un jour. « Vous saviez ce que vous faisiez depuis le début. Claude, pas besoin de vous excuser, je comprends vos inquiétudes. Si les rôles étaient inversés, je serais inquiet aussi. » 6 mois après la découverte de la première boîte, Michel était sur sa terrasse à observer l'activité sur la propriété. La maison avait été rénovée, le jardin était maintenant bien entretenu, là où il y avait eu des trous, et l'entrée de la mine fonctionnait avec des équipements modernes et une sécurité adéquate. Christine s'approcha avec une tasse de café pour son père. « À quoi pensez-vous, papa ?»« Je pense à ta mère. Comme elle serait heureuse de voir tout cela. Elle serait fière de vous, papa. Très fière. Tu sais ce qui me rend le plus heureux, ma fille? Quoi? Ce n'est pas l'argent, c'est de savoir que j'ai réussi à honorer la confiance de mon père. Il m'a laissé cette responsabilité et j'ai réussi à la remplir. Et vous avez fait bien plus que cela, papa. Vous avez transformé la vie de beaucoup de gens. C'était vrai. La réactivation de la mine avait généré plus de 50 emplois directs dans la région. Le fonds communautaire avait déjà financé la construction d'une nouvelle bibliothèque et la rénovation complète de l'école locale. Michel avait également créé un programme de bourse d'études pour les jeunes de la région, inspiré par Isabelle et Julien, qui avaient montré qu'il y avait beaucoup de talents locaux n'attendant que des opportunités. « Papa, une lettre est arrivée pour vous, » dit Christine, apportant une enveloppe officielle. C'était de la mairie. Michel ouvrit avec une certaine appréhension, mais le contenu le surprit positivement. C'était une invitation à recevoir le titre de citoyen d'honneur de la ville, en reconnaissance des services rendus au développement local. « Regarde ça, ma fille. Qui aurait cru que le vieux fou qui creusait des trous dans le jardin serait honoré par la mairie? »« Vous n'avez jamais été fou, papa. Vous étiez juste un homme qui savait où il allait. » Lors de la cérémonie de remise du titre, une semaine plus tard, Michel fut applaudi debout par un public qui comprenait beaucoup de personnes ayant autrefois douté de sa santé mentale. Dans son discours, il parla de persévérance, de l'importance de faire confiance à son intuition et de la façon dont les meilleures découvertes de la vie
sont souvent enterrés juste sous nos pieds. Quand j'ai commencé à creuser, beaucoup ont pensé que j'avais perdu la raison. Et je comprends pourquoi ils l'ont pensé. Un homme de 68 ans qui creuse son jardin pendant des mois, ça ressemble vraiment à une chose de fou. Le public rit. Mais parfois, dans la vie, nous devons paraître fous aux yeux des autres pour réussir à faire ce qui est juste pour nous. Et parfois, ce qui semble être de la folie est en réalité de la sagesse déguisée. Mon père m'a appris que la vraie richesse n'est pas seulement dans l'argent que nous gardons, mais dans le courage que nous avons de poursuivre nos rêves, même quand personne d'autre n'y croit. Et il m'a aussi appris que le plus bel héritage que nous puissions laisser à nos enfants ne sont pas seulement des biens matériels, mais des valeurs comme l'honnêteté, la persévérance et la volonté d'aider les autres. Après la cérémonie, beaucoup de personnes s'approchèrent pour féliciter Michel. Parmi elles se trouvait Gérard Moreau. « Monsieur Michel, je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé, » dit-il, sincèrement gêné. « Gérard, ce qui est passé est passé. Vous avez agi par désespoir, pas par méchanceté. Vous êtes très généreux. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'aimerais savoir s'il y aurait une opportunité de travail dans votre entreprise. » Michel regarda l'homme qui avait tenté de le déposséder de ses terres. Il voyait en lui non plus un ennemi, mais quelqu'un qui avait commis des erreurs sous des pressions financières qu'il connaissait bien lui-même. « Gérard, je vais réfléchir à votre demande. Mais d'abord, vous devez régler complètement la question des falsifications documentaires. Je m'en occupe déjà avec mon avocat. Nous voulons réparer tous les dommages causés. » 3 mois plus tard, Gérard fut embauché comme superviseur des ventes de la société minière, utilisant sa connaissance du marché des matériaux de construction pour développer les affaires de l'entreprise. « Parfois, le pardon est plus transformateur que la vengeance, » commenta Christine. « Ton grand-père disait toujours que garder rancune, c'est comme porter des pierres sur son dos. Ça ne sert qu'à nous faire avancer plus lentement. » 1 an après la découverte de la première lettre, Michel organisa une grande fête sur la propriété pour célébrer l'anniversaire de la réouverture de la mine. Il invita toute la communauté, tous les employés et leurs familles. Pendant la fête, il porta un toast spécial. « Je veux remercier toutes les personnes présentes ici aujourd'hui. Certaines m'ont aidé directement, d'autres m'ont donné d'importantes leçons de patience et de persévérance. Mais je veux particulièrement remercier 3 personnes qui ont été fondamentales dans ce parcours. Julien, qui m'a aidé quand j'en avais le plus besoin. Isabelle, qui a cru en moi quand peu de gens y croyaient. Et ma fille Christine, qui a quitté sa vie dans la grande ville pour construire quelque chose de nouveau ici avec moi. Et je veux faire une annonce. Nous créons une fondation éducative qui va offrir des formations techniques gratuites aux jeunes de la région. Nous voulons que les prochaines générations aient les opportunités que nous n'avons peut-être pas eues. » La foule applaudit avec enthousiasme. Julien s'approcha du micro. « Monsieur Michel, je peux dire un mot ? Bien sûr, mon garçon. Quand je vous ai connu, j'ai cru que j'aidais simplement un monsieur sympathique avec des trous dans son jardin. Mais en vérité, vous m'enseignez la plus grande leçon de ma vie, qu'il vaut la peine de croire en nos rêves, même lorsqu'ils semblent impossibles. Et surtout, vous m'avez appris que la vraie richesse consiste à construire quelque chose qui profite aux autres, pas seulement à nous-mêmes. » Isabelle demanda aussi à parler. « Monsieur Michel, vous avez changé ma perception de l'âge et de la sagesse. Je pensais que les personnes âgées étaient enfermées dans le passé, mais vous m'avez montré que l'expérience peut être le meilleur guide pour construire l'avenir. Et vous m'avez appris que parfois, les gens qui semblent faire des choses étranges sont en fait plus sages que ceux qui font seulement ce que tout le monde attend. » À la fin de la fête, alors que la nuit tombait et que la plupart des invités étaient repartis, Michel resta seul sur la véranda à observer la propriété. La maison en bois était désormais entourée de jardins bien entretenus. L'entrée de la mine fonctionnait de manière discrète et efficace. Il y avait une seconde maison où Christine vivait avec ses enfants qui venaient la voir régulièrement. Il pensa à Monique, imaginant comment elle réagirait à tous ces changements. Elle serait certainement impressionnée par la transformation, mais ce qui la réjouirait probablement le plus serait de voir comment la famille s'était unie et comment la communauté en avait bénéficié. Christine s'approcha et s'assit à côté de son père. « Père, nous avons accompli bien plus que ce que grand-père Pierre aurait pu imaginer. »« Nous l'avons fait, ma fille. Mais tu sais ce qui est le plus impressionnant ? » « Quoi ? »
Comment une simple lettre cachée dans le grenier peut changer le destin de tant de gens? Ce n'était pas seulement la lettre, papa. C'était ton courage d'y croire et de persévérer jusqu'au bout. Et c'était une chance d'avoir de bonnes personnes autour de moi quand j'en avais besoin. Ils restèrent silencieux quelques minutes, observant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel. « Père, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Est-ce que cela te manque, cette époque où tu creusais seul, avant tout ce remue-ménage d'affaires et de responsabilités ?» Michel réfléchit à la question. « Tu sais, ma fille, cette époque était très importante. Elle m'a appris que j'avais encore une force et une détermination dont j'ignorais même posséder. Mais la solitude ne me manque pas. Je préfère 1000 fois vous avoir tous ici à construire quelque chose ensemble, plutôt que d'être seul avec mes trous dans le jardin. Même en sachant que tu as maintenant beaucoup plus de responsabilités, des responsabilités partagées sont plus légères que la solitude, même quand c'est une solitude avec un but. » Le lendemain matin, Michel se réveilla tôt et partit se promener sur le terrain, comme il le faisait chaque matin depuis que la routine des excavations était terminée. Il s'arrêta à l'endroit où il avait creusé le premier trou, 3 mois après avoir trouvé la lettre de son père. Il y avait maintenant un petit jardin avec une plaque qui disait « À la mémoire de Pierre Lefebvre, qui sut préserver l'avenir de la famille. » Julien s'approcha, comme il le faisait chaque matin pour discuter des activités de la journée à la mine. « Bonjour, monsieur Michel. Avez-vous bien dormi ?»« Très bien, Julien, et toi ?»« Bien aussi, monsieur Michel, je peux vous dire quelque chose. »« Bien sûr. Hier, après la fête, j'ai repensé à tout ce qui s'est passé cette année. Et je me suis rendu compte d'une chose. Vous n'avez pas seulement trouvé un trésor enterré. Comment cela? Vous avez trouvé un moyen de transformer un trésor individuel en richesse communautaire. Cela est bien plus précieux que l'or. » Michel sourit. « Julien, tu deviens philosophe. J'apprends du maître. » Ils marchèrent ensemble vers l'entrée de la mine, où le mouvement des employés se préparant pour une nouvelle journée de travail avait déjà commencé. « Julien, regrettes-tu de m'avoir aidé ce premier jour? » « Au contraire, monsieur Michel. Ce fut la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Cela a tout changé pour moi. » « Comment cela? Avant de vous connaître, je travaillais seulement pour survivre. Maintenant, je travaille pour construire quelque chose qui va durer longtemps et profiter à beaucoup de gens. C'est une sensation complètement différente. Et vous m'avez appris que l'âge n'est qu'un nombre. Ce qui compte, c'est d'avoir un but et le courage de poursuivre nos objectifs. » Michel fut ému par les paroles du jeune homme. « Julien, tu sais que pour moi tu es comme un fils, n'est-ce pas? »« Je le sais, monsieur Michel, et vous êtes comme un second père pour moi. » Ils arrivèrent à l'entrée de la mine, où Robert Junior discutait déjà avec les ingénieurs du travail de la journée. « Bonjour, associé, » salua Robert Junior. « Bonjour, Robert. Comment vont les choses aujourd'hui? »« Très bien. Les géologues ont trouvé une nouvelle veine d'or hier. Il semble que nous aurons du travail pour encore de nombreuses années. Et les nouveaux équipements? Ils arrivent la semaine prochaine. Avec eux, nous pourrons augmenter la production et maintenir la sécurité à un niveau encore meilleur. » Michel observa l'activité autour de la mine. 52 personnes y travaillaient directement, et beaucoup d'autres en bénéficiaient indirectement par le biais des fournisseurs locaux. Ce qui avait commencé comme la quête désespérée d'un homme solitaire s'était transformé en une entreprise prospère qui faisait vivre des dizaines de familles. Robert, parfois je n'arrive toujours pas à croire que tout cela est réel. Mais croyez-le, Michel, et le plus impressionnant, c'est que nous ne faisons que commencer. Avec l'expansion que nous planifions, nous pouvons doubler le nombre d'emplois l'année prochaine. Christine arriva avec les rapports financiers du mois précédent. « Père, les chiffres continuent de croître. Ce mois-ci, nous avons battu des records de production et de rentabilité. Et le fonds communautaire. Il a également considérablement augmenté. Nous avons déjà les fonds approuvés pour construire le centre communautaire que les gens de la ville réclamaient. Excellent. Et la fondation éducative? Nous avons déjà 15 jeunes inscrits aux formations techniques. La demande est plus forte que prévu. » Michel se sentait accompli en voyant comment ses descendants avaient embrassé la mission d'utiliser la richesse trouvée pour bénéficier à la communauté. « Christine, la vie à Paris ne te manque pas? Parfois, mes amis et l'animation de la grande ville me manquent, mais je n'échangerai la vie que nous avons construite ici pour rien au monde. Pourquoi? Parce qu'à Paris, je n'étais qu'une infirmière de plus dans un grand hôpital,
Ici, je fais partie de quelque chose qui transforme la vie de toute une communauté. Et en plus, mes enfants grandissent près de leur grand-père et apprennent des valeurs qu'il serait difficile d'enseigner dans une grande ville. Dans l'après-midi, Michel reçut un appel inattendu. C'était Philippe, son fils, qui vivait à Lyon. « Père, comment va l'entreprise minière ?»« Très bien, mon fils. Pourquoi cette question ?»« Père, je pense à déménager là-bas aussi. »« Comment ça ?»« L'entreprise pétrolière où je travaille est en pleine restructuration. Il propose des départs volontaires avec de bonnes indemnités. Et j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui se passe là-bas. Et à quelle conclusion es-tu arrivé ? Qu'il est peut-être temps de rentrer à la maison et d'aider la famille à construire quelque chose de durable. » Michel fut ému par cet appel. Avoir ses 2 enfants près de lui, travaillant ensemble sur un projet familial, était plus qu'il n'aurait pu en rêver 1 an auparavant. « Philippe, tu serais le bienvenu ici. Nous avons beaucoup de travail et de nombreuses opportunités. Père, je peux te demander quelque chose ? » « Bien sûr. »« Es-tu heureux de tout ce que tu as accompli ?» La question fit réfléchir Michel. « Tu sais, mon fils, le bonheur est un mot compliqué. Je ressens de l'accomplissement, un sens à ma vie, de la gratitude, et je sens que j'ai enfin compris quel était mon rôle dans la vie. » « Quel rôle ? Être un lien entre le passé et l'avenir de la famille. Ton grand-père a planté des graines que j'ai réussi à faire germer. Et maintenant, vous allez veiller à ce qu'elles grandissent et profitent à de nombreuses générations. C'est une grande responsabilité, père. Oui, mais c'est une responsabilité partagée. Et cela fait toute la différence. 1 semaine plus tard, Philippe arriva avec sa famille pour visiter et décider du déménagement. Ces 2 adolescents furent impressionnés par la propriété et toute l'exploitation de la mine. « Papy, tu as vraiment trouvé tout ça en creusant le jardin ?» demanda Marine, 15 ans. « C'est bien ça, ma petite fille. Mais comment tu savais que tu allais trouver quelque chose ?» En vérité, je ne savais pas. J'avais seulement foi dans la parole de ton arrière-grand-père. Et si tu n'avais rien trouvé ? La question fit réfléchir Michel. Tu sais, Marine, je crois que même si je n'avais rien trouvé, l'aventure en aurait valu la peine. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a appris que j'avais encore l'énergie et la détermination de me battre pour mes rêves. Et elle m'a montré qui étaient les personnes qui tenaient vraiment à moi. Le plus jeune petit-fils, Alexandre, 13 ans, était fasciné par la mine. « Papy, je peux descendre dans la mine pour voir à quoi ça ressemble ?»« Oui, mais seulement accompagné de Julien et avec tout l'équipement de sécurité. Julien est sympa. Il m'a expliqué comment fonctionne toute l'exploitation. Julien est une personne très spéciale, Alexandre. Il m'a aidé quand j'en avais le plus besoin. Papy, tu vas m'apprendre à travailler dans la société minière ? Si c'est ce que tu veux, je t'apprendrai tout ce que je sais. Mais d'abord, tu dois terminer tes études. Je vais beaucoup étudier pour pouvoir aider la famille. » Des conversations comme celle-ci se répétaient souvent. La découverte du trésor avait uni la famille d'une manière que Michel n'avait jamais connue auparavant. Un soir, pendant le dîner avec toute la famille réunie, Christine fit une remarque. « Papa, hier je regardais les photos du début des fouilles. Tu avais l'air si triste et seul. » C'était exactement ce que je ressentais, ma fille. Et maintenant ? Maintenant, je me sens entier, comme si j'avais enfin trouvé ma place dans le monde. Philippe, qui avait décidé de s'installer définitivement dans la région, commenta « Papa, tu as transformé une perte en une bénédiction. » Comment ça ? Le départ de maman t'a laissé seul et désespéré. Mais c'est cette solitude qui t'a fait t'accrocher à la lettre de papy avec tant de détermination. Si maman était encore là, peut-être que tu n'aurais jamais eu le courage de creuser tout le jardin à la recherche d'un trésor enterré. La remarque de Philippe était sensée. Monique avait toujours été une femme pratique, qui aurait probablement découragé une quête aussi improbable. « Ton fils a peut-être raison, papa », approuva Christine. « Parfois, la vie nous place dans des situations qui semblent terribles, mais qui en réalité nous préparent à des opportunités que nous ne pouvions imaginer. » Julien, qui avait été invité à dîner, ajouta « Monsieur Michel, je peux dire que vous m'avez appris cela aussi. Quand mes parents sont partis dans un accident il y a 2 ans, j'ai cru que ma vie était finie. Mais c'est cela qui m'a fait apprécier davantage les bonnes personnes qui sont apparues sur mon chemin et qui m'a fait travailler avec plus de dévouement pour construire une vie stable. » Isabelle, qui était aussi à table, compléta « Je crois que nous avons tous appris que les difficultés peuvent être des opportunités déguisées.
L'important est de ne pas abandonner au premier échec. Michel regarda autour de la table, sa famille biologique, sa famille adoptive et des amis devenus aussi proches que des parents. C'était plus de richesse que n'importe quelle quantité d'or ne pourrait représenter. 2 ans après la découverte de la première lettre, la Société minière Saint-Pierre était devenue l'une des entreprises les plus respectées de la région, non seulement par sa rentabilité, mais surtout par sa responsabilité sociale. La fondation éducative avait formé sa première promotion de techniciens et tous les diplômés avaient trouvé des emplois bien rémunérés dans la région. Le centre communautaire fonctionnait et offrait des activités pour tous les âges, des cours d'informatique pour les seniors aux ateliers d'art pour les enfants. La bibliothèque avait triplé ses collections et était devenue un point de référence pour les étudiants de plusieurs villes voisines. « Papa, hier j'ai reçu un appel de l'université publique », raconta Christine lors d'une réunion familiale. « Ils veulent s'associer à nous pour créer une licence en génie minier ici dans la région. Ce serait intéressant. Ainsi, nous formerions nos propres professionnels spécialisés et nous attirerions aussi des jeunes d'autres villes, générant encore plus de développement pour la région. » Julien, qui était désormais considéré officiellement comme faisant partie de la famille, eut une idée. « Monsieur Michel, et si nous créions un musée racontant l'histoire de la découverte du trésor et de la réactivation de la mine ?» Un musée? Oui. Ce serait intéressant pour le tourisme local et aussi pour préserver l'histoire de la famille et de la région. Et nous pourrions inclure l'histoire des autres anciens mineurs de la région, suggéra Robert Jr. Mon père a laissé beaucoup de photos et de documents qui seraient utiles. L'idée plut à tous. En 6 mois, le musée minier Saint-Pierre fonctionnait dans un bâtiment construit spécifiquement pour cela, à l'entrée de la propriété. Le musée racontait l'histoire de l'exploitation minière dans la région depuis le 19e siècle, mais mettait particulièrement en lumière l'histoire de Michel et sa quête des trésors laissés par son père. « C'est drôle de voir mon histoire racontée dans un musée », commenta Michel lors de l'inauguration. « Je me sens trop important. »« Père, ton histoire est importante, » dit Christine. « C'est une leçon de persévérance, de foi et de transformation qui peut inspirer beaucoup de gens. » Le musée devint rapidement une attraction touristique, recevant des visiteurs de diverses parties de la région. Beaucoup venaient spécifiquement pour connaître l'histoire de l'homme qui a trouvé un trésor en creusant son jardin. Lors d'une de ces visites, une dame d'environ 70 ans s'approcha de Michel. « Vous êtes bien Michel Lefebvre ?»« Oui, madame. Je m'appelle Hélène. Je suis venue ici parce que votre histoire m'a rappelé la mienne. »« Comment cela ? Mon mari est parti il y a 3 ans et m'a laissé une vieille maison que je voulais vendre. Mais j'ai trouvé de vieilles lettres de lui parlant de quelque chose de précieux caché sur la propriété. Et qu'avez-vous fait ? Au début, j'ai pensé que c'était le fantasme d'un vieil homme, mais après avoir connu votre histoire, j'ai décidé d'enquêter davantage. Et vous avez découvert quelque chose ? J'ai découvert que mon mari avait gardé une collection d'œuvres d'art qui vaut une fortune. Tout était dans un compartiment secret dans le sous-sol de la maison. C'est merveilleux. Mais le plus important, c'est que cela m'a donné un nouveau but dans la vie. J'utilise l'argent pour créer une maison d'accueil pour personnes âgées dans le besoin de ma ville. Des histoires comme celle d'Hélène se répétèrent plusieurs fois. L'histoire de Michel avait inspiré beaucoup de gens à ne pas renoncer à leurs rêves et à chercher des opportunités là où d'autres ne voyaient que des difficultés. « Julien, tu réalises que notre histoire aide d'autres gens ?» commenta Michel. « Je le réalise, monsieur Michel, et je pense que c'est la vraie valeur de ce que nous avons accompli. Ce n'est pas seulement l'or que nous avons trouvé, c'est l'espoir que nous répandons. » 3 ans après la découverte de la première lettre, Michel célébrait son 71e anniversaire avec une grande fête sur la propriété. Y assistèrent non seulement la famille et les amis, mais aussi de nombreux employés de l'entreprise minière, des bénéficiaires des programmes sociaux de la Fondation et des visiteurs qui avaient connu son histoire grâce au musée. Pendant la fête, le maire de la ville fit un discours spécial. « Monsieur Michel, au nom de toute la communauté, nous voulons vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour notre région. Quand vous avez commencé à creuser votre jardin il y a 3 ans, beaucoup ont pensé que vous perdiez la raison. Mais vous étiez en train de trouver un chemin pour transformer notre ville. Aujourd'hui, nous avons plus d'emplois, une meilleure éducation, plus d'opportunités pour nos jeunes, et un exemple de comment la persévérance peut changer les destins.
C'est pourquoi nous voulons annoncer que la rue où se trouve votre propriété sera renommée rue Pierre Lefebvre, en hommage à votre père, qui a planté les graines de toute cette transformation. Michel fut ému par cet hommage. Monsieur le maire, ma famille et moi sommes très honorés, mais je tiens à préciser que rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien de toute la communauté. Quand j'ai commencé à creuser, beaucoup de gens se sont inquiétés pour moi, même s'ils pensaient que j'agissais de façon étrange. Cette inquiétude sincère a été fondamentale pour que je n'abandonne pas. Et ensuite, quand j'ai découvert les trésors, beaucoup de gens m'ont aidé à transformer une richesse individuelle en bénéfice collectif. Cela montre le caractère spécial de cette communauté. Après les discours officiels, la fête continua avec de la musique et de la danse. Michel observa les gens s'amusant sur sa propriété et se souvint de comment tout avait commencé. 3 ans plus tôt, c'était un homme seul, endetté, creusant des trous dans le désespoir. Maintenant, il était au centre d'un réseau de relations qui incluait la famille, les amis, les employés et une communauté entière qui bénéficiait de son succès. « À quoi penses-tu, papy ?» demanda Marine, qui avait maintenant 18 ans et avait intégré la licence en gestion de l'université locale. « Je pense à combien la vie peut changer rapidement quand on a le courage de croire en ses rêves. Vous n'avez jamais douté ? J'ai douté souvent, ma petite fille. Il y a eu des nuits où j'ai failli abandonner, mais chaque fois que j'étais sur le point d'arrêter, je me rappelais les mots de mon père dans la lettre. Ne le dis à personne. Comment ça ? Il savait qu'il y aurait des gens qui tenteraient de m'empêcher de trouver le trésor, alors il m'a averti d'être discret et persévérant. Et vous l'avez été. Je l'ai été. Et j'ai appris que parfois, nous devons ignorer les opinions des autres pour faire ce qui est juste pour nous. Alexandre, maintenant âgé de 16 ans et fasciné par le génie minier, se joignit à la conversation. « Papy, avez-vous l'intention d'agrandir encore la société minière ? Nous avons l'intention de nous développer, mais de manière durable. Nous voulons toujours penser à l'impact environnemental et aux bénéfices pour la communauté. Et vous allez m'apprendre à travailler dans l'entreprise ? Je t'apprendrai tout ce que je sais, Alexandre. Mais d'abord, tu dois beaucoup étudier pour comprendre non seulement comment extraire l'or, mais comment le faire de manière responsable. Je vais étudier, papy. Je veux continuer le travail de la famille. Des conversations comme celle-ci se répétèrent tout au long de la fête. La 3e génération de la famille grandissait avec la conscience d'avoir hérité non seulement de richesses matérielles, mais aussi d'une responsabilité sociale. Julien s'approcha de Michel pendant la fête. « Monsieur Michel, puis-je faire une annonce ?»« Bien sûr, mon fils. » Julien prit le micro et attira l'attention de tous. « Mes amis, je veux profiter de cette fête pour partager une nouvelle. Isabelle et moi allons nous marier le mois prochain. » La foule applaudit avec enthousiasme. Michel fut ému de voir que le couple qui s'était rencontré pendant ses fouilles était tombé amoureux. « Et nous voulons demander la bénédiction de Monsieur Michel, qui est celui qui nous a réunis, » continua Julien. Michel se leva et embrassa le jeune couple. « Vous avez ma bénédiction et ma gratitude. Vous êtes comme des enfants pour moi. » Isabelle, désormais diplômée en pédagogie et coordinatrice des programmes éducatifs de la Fondation, était visiblement émue. « Monsieur Michel, quand je vous ai rencontré en train de creuser dans le jardin, je n'aurais jamais imaginé que ce serait le début d'une nouvelle famille pour moi. La famille se choisit par le cœur, ma fille, et vous avez toujours fait partie de notre famille. » La fête continua jusqu'à tard dans la nuit. Quand finalement tout le monde fut parti, Michel resta sur la véranda à observer la propriété au clair de lune. Christine s'approcha et s'assit à côté de son père. « Papa, comment te sens-tu d'être le patriarche de tout cela ? » « Je me sens reconnaissant, ma fille, très reconnaissant. » « Reconnaissant de quoi ? » « D'avoir eu le courage de croire à la lettre de mon père, d'avoir trouvé des gens comme Julien et Isabelle, de vous avoir à mes côtés, de pouvoir voir notre famille grandir et prospérer, et surtout de pouvoir utiliser notre fortune pour aider les autres. Papa, je peux te confesser quelque chose ? Bien sûr. Quand je suis arrivé ici il y a 3 ans et que je vous ai vu creuser, j'ai vraiment cru que vous perdiez la raison. Je comprends. C'était en effet une situation très étrange. Mais maintenant je comprends que vous faisiez en réalité preuve d'une sagesse que je ne pouvais pas saisir à l'époque. Quelle sagesse ? La sagesse de savoir que parfois nous devons paraître fous aux yeux des autres pour réussir à faire ce qui est juste pour nous. Michel sourit en entendant ses propres paroles répétées par sa fille. Et quelle leçon tires-tu de tout cela, Christine ?
que nous ne devons pas rejeter les rêves des personnes âgées comme des fantaisies. Parfois, elles savent des choses que nous, les plus jeunes, ne parvenons pas à comprendre. Et que l'expérience de la vie peut être le meilleur guide pour prendre des décisions qui semblent impossibles. Ils restèrent silencieux quelques minutes, observant les étoiles. « Père, est-ce que vous sentez avoir accompli la mission que grand-père Pierre vous a laissée ?»« Je sens que je l'ai accomplie, et même dépassée. Il voulait que je protège la famille des dettes. J'y suis parvenu et nous avons même créé une entreprise qui subviendra aux besoins de notre famille pour des générations. Mais surtout, nous avons réussi à transformer un héritage individuel en bénéfice pour toute une communauté. Et cela, ma fille, est plus précieux que n'importe quelle quantité d'or. » Le lendemain matin, comme tous les matins depuis 3 ans, Michel se réveilla tôt et partit se promener dans la propriété. Il s'arrêta dans le jardin qui avait été planté à l'emplacement du premier trou qu'il avait creusé. La plaque, en hommage à son père, était entourée de fleurs colorées que Christine entretenait avec soin. « Merci, père, » dit-il à voix basse à la plaque, « d'avoir cru en moi et de m'avoir laissé un héritage qui a changé non seulement notre famille, mais toute une communauté. » Julien s'approcha comme il le faisait chaque matin pour discuter du travail de la journée. « Bonjour, monsieur Michel. Vous avez bien dormi après la fête ?»« Très bien, Julien. Et vous ?»« Aussi, Isabelle est radieuse avec les préparatifs du mariage. Comment s'organise tout cela ? Ça avance bien. Nous voulons une cérémonie simple, mais significative. Et nous aimerions beaucoup que vous soyez notre témoin. » Michel fut ému par l'invitation. « Ce serait un honneur, mon fils. » Ils marchèrent ensemble vers la mine, où une autre journée de travail productif les attendait. « Julien, est-ce que tu t'es déjà arrêté pour penser à combien notre vie a changé depuis ce premier jour où tu m'as aidé à creuser ? » « J'y pense chaque jour, monsieur Michel, et j'arrive toujours à la même conclusion. » « Quelle conclusion ? Que c'était le meilleur jour de ma vie. Le jour où j'ai rencontré une personne qui m'a appris qu'il valait la peine de croire aux rêves impossibles, et qui m'a donné une famille et un but que je n'avais jamais imaginé pouvoir avoir. » Michel posa la main sur l'épaule du jeune homme. « Julien, tu sais que tout cela n'a été possible que parce que tu as eu le courage d'aider un vieil homme qui semblait devenir fou, n'est-ce pas ? Je le sais, mais je sais aussi que vous avez eu le courage de me faire confiance alors que vous me connaissiez à peine. Et surtout, vous avez eu le courage de poursuivre vos rêves quand tout le monde doutait. » Ils arrivèrent à l'entrée de la mine où Robert Jr. organisait déjà les activités de la journée. « Bonjour, associé, » salua Robert Jr. « Bonjour, Robert. Comment vont les choses aujourd'hui ? » « Excellente. Les géologues ont confirmé que nous avons encore de la matière pour au moins 20 ans d'exploitation durable. Et cela signifie que notre entreprise peut continuer à générer des emplois et des bénéfices pour la communauté encore longtemps. » Michel observa l'activité autour de la mine. Des employés arrivant pour une nouvelle journée de travail, des équipements modernes fonctionnant efficacement, un environnement de travail sûr et productif. Il était difficile de croire que tout cela était né d'un homme solitaire, creusant des trous dans le jardin avec une vieille pelle. « Robert, je peux te confesser une chose ? » ?»« Bien sûr, Michel. »« Parfois, je me réveille encore en pensant que tout cela est un rêve. Eh bien, ce n'en est pas un, mon ami. C'est le fruit de votre courage et de notre détermination à faire les choses correctement. » Durant la journée, Michel a reçu plusieurs appels de personnes intéressées par son histoire, des journalistes, des étudiants, des entrepreneurs qui voulaient apprendre de son expérience. Un des appels fut particulièrement intéressant. C'était un documentariste de Paris qui voulait réaliser un film sur son histoire. « Monsieur Michel, votre histoire a tous les éléments d'un grand film, du suspense, de la persévérance, des rebondissements et surtout un message positif sur le fait de ne jamais renoncer à ses rêves. Et comment serait ce film ? Nous aimerions tout raconter depuis le début. Votre vie avant la découverte de la lettre, les premiers jours à creuser seul, la pression des voisins et de Gérard Moreau, l'aide de Julien et d'Isabelle, jusqu'à aboutir à la transformation actuelle. Et quel serait l'objectif ? Inspirer d'autres personnes à croire en leurs rêves et à utiliser leur réussite pour bénéficier à leur communauté. Michel a parlé de la proposition à sa famille. Tous ont convenu que ce serait une bonne façon de diffuser le message d'espoir et de persévérance. « Mais à une condition, » dit Michel au documentariste. «
Une partie des bénéfices du film doit être destinée à notre fondation éducative. Marché conclu. En fait, cela rend l'histoire encore plus inspirante. 6 mois plus tard, le tournage du documentaire a commencé. L'équipe a passé 3 semaines sur la propriété, interviewant Michel, la famille, Julien, Isabelle, Robert Jr. et de nombreux membres de la communauté. C'est émouvant de voir notre histoire racontée au monde, commenta Christine pendant un des tournages. J'espère que cela pourra vraiment inspirer d'autres personnes, répondit Michel. Durant les interviews, de nombreuses réflexions intéressantes sont apparues. L'une d'elles fut lorsque le réalisateur demanda à Michel quel avait été le moment le plus difficile de tout ce parcours. C'est quand l'assistante sociale est venue mettre en doute ma santé mentale. À ce moment-là, je me suis senti complètement seul et incompris. Et quel a été le moment le plus gratifiant? C'est quand j'ai réalisé que notre découverte pourrait bénéficier non seulement à ma famille, mais à toute la communauté. C'est à ce moment que j'ai compris que nous avions trouvé quelque chose de bien plus grand que de l'or. Julien a aussi donné des témoignages émouvants. Ce qui m'impressionne le plus chez M. Michel, ce n'est pas d'avoir trouvé un trésor, c'est d'avoir su transformer ce trésor en bénéfice pour tant de personnes. Il aurait pu devenir riche, un point c'est tout, mais il a choisi d'utiliser cette richesse pour construire quelque chose de durable qui bénéficie à toute la région. Isabelle a parlé de la façon dont cette expérience a changé sa perception de l'âge et de la sagesse. J'ai appris qu'il ne faut pas sous-estimer les personnes plus âgées. Elles ont une expérience de vie qui peut être très précieuse si nous savons écouter et apprendre. Et j'ai appris que parfois, les personnes qui semblent faire des choses étranges sont en réalité plus sages que tous les autres. Le documentaire est sorti 1 an plus tard et est devenu un succès national. L'histoire de Michel a inspiré des milliers de personnes à ne pas abandonner leurs rêves et à chercher des moyens d'utiliser leur réussite pour aider les autres. Suite à la répercussion du film, la Société minière Saint-Pierre a reçu plusieurs propositions de partenariats et d'investissements. Mais Michel et sa famille ont été prudents, ne choisissant que les partenariats alignés avec leurs valeurs de responsabilité sociale et de durabilité. Père, on nous a proposé beaucoup d'argent pour développer rapidement l'exploitation, raconta Christine. Mais ce serait au détriment de l'environnement et des conditions de travail. Et qu'as-tu répondu? Que nous préférons grandir lentement et de manière responsable. Notre objectif n'a jamais été de devenir riche rapidement, mais de construire quelque chose de durable et bénéfique. Très bien, ma fille, c'est exactement ainsi que cela doit être. 5 ans après la découverte de la première lettre, Michel fêtait son 73e anniversaire. La fête fut plus modeste que celle de l'année précédente, plus intime, uniquement en famille proche et avec des amis spéciaux. Durant la fête, il fit le bilan de tout ce qui s'était passé. Quand j'ai trouvé la lettre de mon père, il y a 5 ans, j'étais un homme seul, endetté et sans perspective. Aujourd'hui, je suis entouré de famille, d'amis et j'ai un but. Quand j'ai commencé à creuser, les gens pensaient que je devenais fou. Aujourd'hui, notre histoire est racontée comme un exemple de persévérance et de transformation. Quand j'ai trouvé le premier trésor, j'aurais pu régler uniquement mes problèmes personnels. Aujourd'hui, notre découverte bénéficie à des centaines de familles. Tout cela m'a appris que la vie peut changer complètement quand nous avons le courage de croire en nos rêves et la sagesse d'utiliser nos réussites au bénéfice des autres. Julien, maintenant marié à Isabelle et père d'une petite fille de 2 ans, porta un toast spécial. « Monsieur Michel, je veux vous remercier de m'avoir appris que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on gagne, mais dans ce que l'on construit pour les générations futures. Notre fille grandit dans un monde meilleur grâce à ce que vous avez construit ici, et cela est plus précieux que n'importe quel trésor. » Isabelle ajouta, « Et je veux vous remercier de m'avoir appris qu'il ne faut pas juger les gens par leurs rêves, aussi impossibles qu'ils puissent paraître. Parfois, les rêves impossibles sont les seuls qui valent la peine d'être poursuivis. » Philippe, qui avait définitivement déménagé dans la région et était devenu directeur opérationnel de l'entreprise minière, prit la parole au nom de ses enfants. « Père, mes enfants grandissent avec des valeurs qu'il n'a été possible d'enseigner que grâce à l'exemple que vous avez donné. Ils ont appris que le travail acharné, la persévérance et la générosité sont les vrais trésors de la vie. » Christine, émue, porta le dernier toast de la soirée. « Père, quand je suis venu ici il y a 5 ans
Pour vous convaincre d'arrêter de creuser, je pensais vous protéger d'une obsession destructrice. Aujourd'hui, je comprends que vous étiez en train de me protéger de la médiocrité d'une vie sans rêve. Vous m'avez appris qu'il vaut la peine de se battre pour nos objectifs, même quand personne d'autre n'y croit. Michel fut ému par les témoignages de la famille. Merci pour tout ce que vous représentez dans ma vie. Merci d'avoir cru en moi quand je n'y croyais pas moi-même complètement. Et merci de m'avoir aidé à transformer une découverte individuelle en bénéfice collectif. Après la fête, Michel et Christine restèrent à discuter sur la terrasse. « Père, avez-vous des regrets concernant ces 5 années ?» Michel réfléchit attentivement avant de répondre. « Je n'ai qu'un seul regret. » « Lequel ? De ne pas avoir trouvé la lettre de mon père plus tôt. Imaginez combien d'années j'aurais pu profiter de cette vie pleine de sens et de relations. Mais peut-être que le moment n'était pas le bon avant. Comment cela ? Peut-être aviez-vous besoin de passer par la solitude et le désespoir pour apprécier pleinement ce que vous avez conquis ensuite, et peut-être aviez-vous besoin de la maturité de vos 68 ans pour avoir la sagesse de transformer une richesse individuelle en bénéfice collectif. La réflexion de Christine avait du sens. Peut-être que tout s'était produit exactement au moment où cela devait se produire. Tu as peut-être raison, ma fille. Peut-être que si j'avais trouvé tout cela plus jeune, je l'aurais utilisé de manière égoïste. L'expérience de la vie m'a appris la valeur de partager les bénédictions avec les autres. 6 mois plus tard, Michel reçut un appel qui l'émut beaucoup. C'était Hélène, la dame qui avait visité le musée 3 ans auparavant et s'était inspirée de son histoire pour rechercher les trésors laissés par son mari. « Monsieur Michel, vous vous souvenez de moi ? Je suis Hélène, qui a découvert votre histoire au musée. »« Bien sûr que je me souviens, Hélène. Comment allez-vous ? » ?»« Très bien. Je vous appelle pour vous donner des nouvelles de la maison d'accueil pour personnes âgées que j'ai créée. »« Comment fonctionne-t-elle ? » ?»« Merveilleusement. Nous avons déjà accueilli plus de 100 personnes âgées dans le besoin, et nous avons une liste d'attente. Mais surtout, je veux raconter que notre histoire a inspiré d'autres personnes. Comment ça ? Après que notre histoire soit parue dans le journal local, nous avons été contactés par plusieurs familles qui ont trouvé des trésors oubliés sur leur propriété et ont décidé de les utiliser pour des projets sociaux. C'est merveilleux. C'est comme si votre histoire avait créé une vague de solidarité. Des gens redécouvrant des valeurs cachées dans leur famille et les utilisant pour bénéficier à leur communauté. L'appel a profondément ému Michel. Son histoire inspirait d'autres personnes non seulement à chercher des trésors matériels, mais surtout à trouver des moyens d'utiliser leurs découvertes pour aider les autres. « Julien, tu as entendu ce qu'Hélène a raconté ?» dit Michel, partageant la nouvelle. « Oui, monsieur Michel, c'est incroyable comment une bonne action peut se multiplier et en inspirer tant d'autres. Maintenant, je comprends pourquoi mon père a caché tous ces trésors. Ce n'était pas seulement pour protéger notre famille, mais pour créer une opportunité de transformer des vies. Et vous avez su saisir cette opportunité de la meilleure façon possible. » Cette nuit-là, Michel écrivit une lettre à ses petits-enfants, inspirée par la lettre que son père lui avait laissée. « Mes chers petits-enfants, Marine et Alexandre, quand vous lirez cette lettre, je ne serai probablement plus là. Mais je veux vous laisser quelques leçons que j'ai apprises ces dernières années. La première leçon est qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Quand j'ai trouvé la lettre de mon père, à 68 ans, j'ai pensé que j'étais trop vieux pour de grands changements. Mais j'ai découvert que l'âge peut être un atout quand on a la sagesse de prendre de bonnes décisions. La deuxième leçon est qu'il vaut la peine de croire en nos rêves, même quand tout le monde doute. Les gens auront toujours des opinions sur nos choix, mais seuls nous savons ce que nous ressentons vraiment dans notre cœur. La troisième leçon est que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous construisons pour bénéficier aux autres. L'or que nous avons trouvé était important, mais ce qui a vraiment changé nos vies, c'est la décision d'utiliser cette richesse pour aider notre communauté. La quatrième leçon est que la famille se choisit par le cœur. Julien et Isabelle ne sont pas de notre sang, mais ils sont notre famille. Choisissez bien les personnes que vous voulez à vos côtés. La cinquième et plus importante leçon est que chacun de nous a des trésors cachés en lui. Le courage, la générosité, la sagesse, l'amour. Ce sont les vrais trésors que nous pouvons laisser aux générations futures. Prenez bien soin de notre entreprise, mais surtout, prenez soin de notre mission. Utilisez nos ressources
pour rendre le monde meilleur. Avec amour et espoir, votre grand-père Michel. Fin de l'histoire. Et maintenant, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette histoire émouvante qui nous montre comment la persévérance et la foi peuvent transformer complètement nos vies. Qu'avez-vous pensé du parcours de Monsieur Michel? Croyez-vous qu'il a pris les bonnes décisions en utilisant sa découverte pour bénéficier à toute la communauté? Partagez vos impressions avec nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas, parfois les trésors les plus précieux sont juste sous nos pieds, attendant seulement que nous ayons le courage de les chercher.